Merci. Oui, ça va faire. C'est bon, ça tourne? Ok, super. Tout le monde est là? Pas encore. On va attendre 2 minutes, il y a 2-3 personnes qui manquent. Et puis on va démarrer. Vous avez tous une copie des slides? Oui, on en est. Voilà, hop là. Ok. Oui, on a un petit quart d'heure de retard, donc on va essayer de combler ça. Quand tout le monde est installé. Tout le monde est là, parfait. Bon, on va commencer. Bonjour. J'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie avant le repas pour attaquer la partie traitement d'eau. Donc, on a fait les choses un petit peu à l'envers, si vous avez vu le générateur tout à l'heure. Là, on passe au début de la chaîne d'hémodialyse, c'est-à-dire le traitement de l'eau. Avant de commencer, juste pour me présenter, je m'appelle Axel Desgromont, je suis pharmacien. J'ai travaillé pas mal de temps à l'hôpital Necker sur les aspects de traitement d'eau, les risques de contamination microbienne dans les générateurs de dialyse. Et actuellement, je travaille dans un labo qui s'appelle le Covidien et je suis responsable pour la France de ce laboratoire. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du traitement d'eau en hémodialyse et de ses contrôles. Surtout s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre pour que ça soit interactif et que ce ne soit pas un monologue de ma part. Si ce que je vous raconte n'est pas complètement clair, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. En termes d'agenda, on va voir les points suivants. D'abord, vous expliquer pourquoi l'eau en hémodialyse c'est important, d'une part. Deuxièmement, quelle est la qualité requise aujourd'hui en France et en Europe pour de l'eau pour hémodialyse? Et puis comment on va traiter cette eau pour arriver à cette qualité requise? Et enfin, quelles sont la réglementation et les contrôles de cette eau? Alors, on va commencer par l'importance de l'eau. L'eau, c'est plus qu'important en hémodialyse. Pourquoi? Eh bien parce que l'eau, ça représente 97% de la composition du dialysat. Donc, si vous ramenez ça à un patient qui est hémodialysé, donc 3 fois par semaine, pendant 4 heures, ça veut dire que ce patient il va être en contact avec de l'eau traitée, son sang va être en contact avec 145 litres d'eau par séance, soit 300 litres par semaine, soit 23 mètres cubes par an. C'est absolument énorme, 23 mètres cubes du sang du patient en contact par an au travers de la membrane semi-perméable entre le sang et le dialysat, puisque ce dialysat est constitué à 97% d'eau. Et ça, c'est à comparer par rapport à un sujet sain qui a ses reins qui fonctionnent normalement et qui boit à peu près 10 litres d'eau par semaine. Donc vous voyez que cette eau, elle est super importante. Et quand on ouvre le robinet de l'eau chez vous à votre domicile ou dans le centre d'hémodialyse, dans l'eau on trouve plein de choses. On trouve bien sûr des électrolytes, mais on trouve aussi du chlore, on trouve des boues, ces espèces de particules qui font de 50 à 10 microns, on trouve des bactéries, que je vais symboliser ici par ces espèces de soucoupes volantes rouges, on trouve des nitrates, on trouve des métaux lourds, bref, on trouve tout un tas de choses. Et on ne peut pas utiliser directement cette eau pour traiter le patient, parce que si on connecte cette eau directement au générateur pour diluer le dialysat, pour diluer les solutions acides et concentrées que vous avez vues tout à l'heure, si on utilise directement l'eau du robinet, à ce moment-là, il y a un risque clinique majeur pour le patient. Notamment ici, il y a des risques d'abord de contamination physico-chimique,
Par exemple, s'il y a trop d'aluminium, le patient peut avoir des encéphalopathies. C'est ce qui s'était passé il y a très longtemps maintenant dans les années 70, où il y a des patients qui étaient morts à cause d'encéphalopathie. S'il y a trop de calcium et de magnésium, on va avoir ce qu'on appelle un syndrome de l'eau dure, c'est-à-dire que le patient va avoir des céphalées, des nausées. S'il y a trop de sodium, il peut y avoir de l'hypertension, potassium, des troubles neuromusculaires. S'il y a trop de fluorure, on peut avoir des troubles du métabolisme phosphocalcique. S'il y a trop de nitrate, et ça c'est aussi important, on peut avoir de la méthémoglobine, c'est-à-dire une cyanose à terme du patient. Trop de sulfate, des acidoses, du mercure, et ça c'est important, le mercure avec une neurotoxicité. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a encore des intoxications au mercure en France. Pourquoi ? Notamment dans les centres de dialyse qui sont proches des lieux de vacances, par exemple, sur la côte. Et pendant les vacances, il n'y a pas suffisamment d'eau qui est apportée dans l'usine de traitement de l'eau pour pouvoir apporter l'eau à toute la population. Et parfois, eh bien, la ville balnéaire bascule sur d'autres traitements, d'autres apports d'eau, notamment des barrages. Et dans les barrages, eh ben, il y a du mercure. Donc, il faut faire attention aussi et être sûr que le traitement de l'eau et l'eau qui va arriver au centre de dialyse qui provient du barrage, eh bien, a bien été exclu on a bien extrait le mercure. Et puis enfin, un autre point important, vous avez peut-être entendu parler des chloramines. Les chloramines, c'est un énorme problème aussi en dialyse, dans les centres d'hémodialyse, notamment en Bretagne, où il y a une grosse pollution avec les nitrates du fait de l'agriculture, puisque les nitrates se lient au chlore pour former des chloramines, et les chloramines sont responsables d'hémolyse massive du patient. Et il y a encore 3 ans de ça, il y a des patients qui sont morts à cause d'hémolyse majeure dans des centres en Bretagne notamment, parce que on avait laissé passer les chloramines dans le système de traitement d'eau. Elles n'avaient pas été éliminées du traitement d'eau, elles étaient passées dans le sang du patient et le patient il est mort. Donc vous voyez que l'eau, il faut absolument la traiter sur un plan physico-chimique, parce qu'on peut avoir des risques importants, voire mortels pour le patient. Et puis aussi, l'eau, il faut la traiter sur un plan microbiologique. Pourquoi ? Parce que s'il y a trop de germes, de bactéries dans l'eau, ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons, à ce moment-là, il y a un risque de développement d'un biofilm. Un biofilm, c'est quoi ? Un biofilm, c'est un dépôt de germes sur une surface qui est en contact avec un milieu liquide, donc en l'occurrence toutes les canalisations du traitement d'eau. Et ce biofilm, il est constitué de matières organiques et minérales qu'on appelle en France le glycocalyx ou encore extracellulaire polymérique substanceuse. Ça veut dire que c'est une espèce de masse qui va progressivement recouvrir les germes et les protéger des agressions du milieu extérieur, et notamment des désinfectants chimiques quand il y a trop de germes, et c'est un mécanisme de défense des germes. Comment ça peut se former un biofilm dans les circuits de traitement d'eau s'il y a trop de bactéries ? Ça se forme en 3 étapes qui sont très simples. Vous avez ici la surface de votre traitement d'eau, et puis les bactéries qui sont symbolisées ici par ces ovoïdes rouges. Donc dès que la bactérie se trouve en contact avec une surface, il y a un mécanisme réflexe qui se fait, qui est un mécanisme électrique, où il va y avoir une absorption irréversible des bactéries sur la surface. Première étape. Deuxième étape, les bactéries se mettent à se multiplier, vont former une espèce de couche qu'on appelle donc ce glycocalyx, qui va former une espèce de carapace qui va les isoler. Et puis troisième étape, c'est là qu'arrivent les problèmes. Lorsque le biofilm est constitué et qu'il se met à l'état d'équilibre, il va à ce moment-là se mettre à relarguer. Et il va relarguer des germes, mais il va également relarguer tout un tas de constituants de la paroi des germes qu'on appelle des endotoxines. Et ces endotoxines, elles vont aller directement, elles vont passer à travers la membrane semi-perméable de l'hémodialyseur, et elles vont passer dans le sang du patient et entraîner tout un tas de risques graves. Alors voilà à quoi ça ressemble, avant de vous expliquer les risques que peuvent entraîner les endotoxines. Voilà une image d'un biofilm qu'on a pu retrouver dans un générateur, parce que le circuit de traitement d'eau était complètement pollué. Donc ça, c'est la surface des tubulures, et puis tous ces magmas que vous avez là, ce sont des bactéries qui se sont développées avec une couche ici qui se représente le glycocalyx. Et ça, c'est des bactéries, c'est ce qu'on appelle du Pseudomonas aeruginosa, du pieuxianique,
Donc c'est un germe qui est excessivement pathogène, qui libère énormément d'endotoxines et qui a pu se développer dans tout le générateur parce que le traitement d'eau était pollué par des micro-organismes. Vous avez ici, on voit aussi ici bien le germe. Vous voyez ici le germe est complètement isolé. C'est une très belle photo. Et là, le germe va libérer complètement ces endotoxines dans le sang du patient. Et quand ça passe dans le sang du patient, ben voilà les risques. C'est-à-dire que tous ces dérivés bactériens, dont les endotoxines, passent à travers la membrane de l'hémodialyseur. Ils vont aller stimuler les monocytes, c'est-à-dire soit tout notre système immunitaire, soit directement, soit indirectement via la cascade du complément, peu importe. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que quand il y a une contamination importante microbienne du traitement d'eau, on s'aperçoit que dans le sang du patient, parfois, on voit une augmentation de son taux d'interleukine et de TNF-alpha, donc preuve qu'il y a une stimulation importante du système immunitaire. Et ces produits peuvent entraîner des effets importants à titre de morbidité, notamment tout ce qu'on appelle l'amyloïde et les ostéopénies, c'est-à-dire c'est des dépôts d'amylose qui peuvent se former sur tout le corps du patient, que ce soit sur les os, mais que ce soit aussi sur les organes, et qui sont la cause de la morbidité et de la mortalité du patient à long terme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études cliniques qui montrent qu'une contamination importante du traitement d'eau et par conséquent du dialysa, ça peut avoir un risque clinique non négligeable sur le patient de morbidité à long terme. Pourquoi ? Parce que le patient il est connecté 3 fois par semaine pendant 4 heures et il reçoit pendant 4 heures des dérivés bactériens et son système immunitaire est stimulé pendant 4 heures 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a un risque important également, non seulement physico-chimique si l'eau est contaminée, mais également microbiologique si l'eau est contaminée. C'est clair ? Ok. Et donc, de ce fait, les autorités et les gens qui travaillaient sur la dialyse ont dit il faut absolument aujourd'hui qu'on fixe des normes sur la qualité à la fois microbiologique et à la fois physico-chimique de l'eau pour hémodialyse pour éviter tous ces risques et avoir une quantité minimum de germes et d'endotoxines et de minéraux dans l'eau, d'électrolytes dans l'eau pour éviter la contamination du patient. Et donc, aujourd'hui, la qualité de l'eau, elle est détaillée dans la pharmacopée européenne, donc c'est pareil pour toute l'Europe. La 10e édition, il y a un addendum 2000 et ça fait l'objet d'une monographie, c'est-à-dire d'une description, qui s'appelle Eau pour dilution des solutions concentrées pour hémodialyse. Donc là-dedans, ça va vous détailler les quantités maximales que l'eau peut contenir. D'une part, sur un plan physico-chimique, donc la pharmacopée dit voilà la liste de tous les composés qu'on peut retrouver dans l'eau lorsque vous ouvrez votre robinet. Et après le traitement, il doit rester au maximum ces concentrations en chlore, en chlorure, en fluorure, en nitrate, en aluminium, en calcium, magnésium, etc., etc., pour être sûr qu'on a un niveau minimum et ce niveau minimum ne va pas entraîner d'effets cliniques néfastes pour le patient. Donc il ne faut pas dépasser cette concentration maximum pour tous ces éléments-là à la sortie du traitement d'eau qui va ensuite permettre de diluer les solutions concentrées acides et bicarbonate. Ça, c'est les caractéristiques physico-chimiques. Et puis également, la pharmacopée européenne, elle définit le nombre maximum de germes admissibles dans l'eau pour éviter le développement de ce biofilm et pour éviter que ça puisse générer des germes qui vont libérer des endotoxines qui vont passer dans le sang du patient. Et les limites, c'est 100 micro-organismes, alors on appelle ça des CFU, des colonies formant unité, peu importe, retenez que c'est 100 micro-organismes par millilitre et pas plus, c'est le maximum qu'on peut retrouver dans l'eau, ce qui est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, les traitements d'eau permettent d'aller bien en deçà de ces concentrations. Et en endotoxine, la concentration maximum, donc ces fragments qui se trouvent sur la surface des germes et qui peuvent entrer, qui peuvent passer dans le sang du patient et entraîner toutes ces réactions inflammatoires, la concentration maximum, elle est de 0,25 unités d'endotoxine, donc cela c'est endotoxine ionite par millilitre. Donc voilà basiquement aujourd'hui ce qu'on a pour l'Europe, à la fois en normes venant de la pharmacopée, tant pour tous les électrolytes, les métaux lourds et tous les constituants physico-chimiques de l'eau, que pour les germes et les endotoxines. Alors basé là-dessus, comment on va faire pour arriver à cette qualité physico-chimique dans le cadre du traitement de l'eau? Un traitement de l'eau,
ça comprend tout un tas de procédés, et l'objectif de tous ces procédés qu'on va revoir en détail, c'est on part de l'eau du robinet que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui contient tous ces métaux lourds, ces électrolytes en forte concentration, etc., qui sont néfastes pour le patient. Et l'objectif en bout de chaîne du traitement d'eau, donc lorsque l'eau va aller dans le générateur d'hémodialyse, c'est d'avoir plus que des ions H+, et des ions OH-, c'est-à-dire de l'eau pure. Et pour y arriver, il y a tout un tas de procédés que je vais vous décrire, qui sont tout d'abord de la préfiltration. L'objectif, ça va être d'enlever les grosses particules de 10 microns. On va éliminer les particules de 10 microns. On va éliminer les particules de... Pardon, essentiellement, excusez-moi, la préfiltration va éliminer essentiellement les grosses particules de 10 microns. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle un adoucissement. Et là, on va éliminer tout ce qui est le calcium et le magnésium. Puis ensuite, on va passer un procédé sur du charbon actif. Et le but, là, c'est d'enlever le chlore et tous ces métaux lourds qui sont effectivement très toxiques pour le patient. Puis enfin, une filtration en bout de chaîne qui va permettre d'enlever toutes les particules qui sont supérieures à 1 micron. Et vous voyez qu'ensuite, il reste encore beaucoup de choses à éliminer, puisqu'il y a encore tout un tas d'électrolytes à éliminer. Il y a encore les bactéries qui sont ici. Le petit point noir, ce sont les toxines. Il y a encore tout ça à éliminer. Et ça va être un procédé qui est très important en bout de chaîne, qui s'appelle l'osmose inverse. Et l'osmose inverse, ça va permettre d'éliminer tous les sels qui sont ici, donc les électrolytes. Ça va permettre d'éliminer les germes, ça va permettre d'éliminer les endotoxines, pour arriver simplement à des ions H+, et des ions H-. Ok ? Donc, cette chaîne-là, vous allez la retrouver dans la plupart des traitements d'eau, c'est toujours la même chose, et ça se passe toujours de cette façon-là, il n'y a pas d'adoucissement avant la préfiltration, c'est toujours préfiltration, adoucissement, charbon actif, filtration, osmose inverse. Alors ça ressemble à quoi et voilà à quoi ça ressemble sur le plan du circuit. Donc vous avez la chaîne qui est là, avec l'eau du robinet qui sort, la préfiltration, les adoucisseurs, le charbon actif, la filtration, l'osmose inverse. Éventuellement, maintenant, on rajoute également une microfiltration après l'osmose inverse pour encore être sûr qu'on va éliminer toutes les bactéries et surtout toutes les endotoxines. Et on fait ça de plus en plus aujourd'hui lorsqu'on fait de l'HDF, de l'hémodiafiltration en ligne. Vous savez, c'est un procédé on va réinjecter un grand volume d'eau filtrée au patient en ligne, et donc il faut être sûr, puisqu'on l'injecte directement dans le corps du patient, d'avoir de l'eau absolument ultra pure. Et puis ensuite, lorsque l'eau va être traitée, elle va passer dans la boucle de distribution et elle va être administrée au générateur de dialyse, où là il va y avoir une dilution avec les solutions concentrées acide et bicarbonate, et puis ça va passer dans le dialyseur pour effectuer la dialyse du patient. Ok ? Clair ? Alors, non, j'ai pas de... Tiens, je crois que j'avais une photo. Non, j'ai pas de photo. Alors, maintenant, on va voir chacune de ces étapes en détail. C'est important que vous compreniez comment ça fonctionne et quels sont les différents procédés qui sont utilisés. D'abord, on va parler de la filtration. Donc, la filtration, comme vous avez vu, vous pouvez la voir en tout début de chaîne et vous pouvez la voir également à la sortie. Une préfiltration d'abord, une filtration et puis ensuite une microfiltration éventuellement en sortie de chaîne. Donc, vous avez la filtration dans les traitements d'eau, c'est cette espèce de cartouche bleue que vous allez voir. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur de cette espèce de cartouche bleue, on s'aperçoit que c'est fait comme ça. Donc ça, c'est la cartouche. Et à l'intérieur, vous avez le filtre, qui est une espèce de bobine et qui peut être soit plissé, soit bobiné. Plissé, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que elle a été pliée d'une certaine manière, les filtres ont été pliés d'une certaine manière pour retenir 90% des particules. Et ça, c'est important, le seuil de rétention, parce que souvent les gens pensent, on met un filtre, par exemple un filtre 10 microns, ça veut dire qu'on va arrêter toutes les particules qui sont supérieures à 10 microns. Faux. Les filtres les meilleurs peuvent arrêter au maximum 90% de ces particules. Pourquoi ? Parce que ça se répartit sur une courbe de Gauss. Un filtre, et les pores du filtre, ils ne sont pas faits par une machine avec un diamètre absolument similaire, quels que soient les pores. Les pores du filtre, ils se répartissent sur une courbe de Gauss. Donc vous avez des pores qui vont avoir une taille qui vont être supérieure à 10 microns, puis vous allez avoir des pores qui vont avoir une taille légèrement supérieure à 10 microns et des pores qui vont avoir une taille inférieure. Et par conséquent, il y a des particules qui passent quand même. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs filtrations dans le circuit.
Donc, les filtres plissés retiennent 90% des particules. Il faut faire attention parce qu'il y a d'autres filtres qu'on appelle des filtres bobinés, où là, ce sont des filtres plus à base de coton, qui sont de basse qualité, et qui retiennent que 60% des particules. Donc, lorsque vous avez un traiteur d'eau, il faut vraiment pouvoir lui poser la question, parce que souvent, ces filtres coûtent beaucoup moins cher, bien sûr, mais ils sont beaucoup moins efficaces en termes de capacité de rétention des particules. Donc la cartouche plissée elle est beaucoup plus efficace, on réduit les relargages et par conséquent on peut augmenter sa durée de vie. Et puis la cartouche qui arrive en fin de chaîne, la cartouche de 0,2 micron, là aussi il faut que vous soyez vigilant parce que 0,2 micron c'est la filtration stérilisante. Je vous disais, c'est pour faire de l'hémodiafiltration en ligne. Et aujourd'hui en Europe il n'y a pas de normes pour valider ces cartouches. Les normes, elles existent qu'aux États-Unis, ce sont des normes FDA. Donc là, pareil, il faut que vous demandiez au fabricant qui va vous installer ces cartouches de 0,2 micron si elles ont été validées. Et il faut qu'ils vous fournissent le certificat de validation. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui ont été faits avec des germes, avec des grosses concentrations en germes qui ont été administrées avant le filtre. On a mesuré la concentration en germes en sortie. C'est des germes très particuliers qui sont capables de se faufiler partout. Et c'est le process de validation selon ces normes FDA. Et comme il n'y en a pas en Europe, souvent vous avez des fabricants qui vous disent oui, ça marche, c'est une cartouche 0,2 micron. Vous apercevez qu'elle n'a absolument pas été testée selon des normes FDA. Et là également, ça explique parfois les différences de prix qu'on peut rencontrer. Donc là aussi, il faut que vous soyez vigilants et demandez à ce que ces cartouches ont bien été validées FDA avant de les mettre en route dans votre traitement d'eau. Ok ? Donc voilà pour la filtration qu'on va retrouver notamment à 3 endroits de la chaîne. C'est clair ? C'est compris ? Ok. Donc voilà pour la filtration. Ensuite, deuxième étape, on a supprimé toutes les particules supérieures à 10, 20 microns, etc. Ensuite, grosse étape importante dans le traitement d'eau, les adoucisseurs. Les adoucisseurs qui vont permettre d'enlever le calcium et le magnésium. Donc à quoi ça ressemble les adoucisseurs dans un traitement d'eau ? Ça va toujours par paire, les adoucisseurs. Vous ne verrez jamais un seul adoucisseur, c'est impossible. Ça va toujours par paire. Vous avez ici donc 2 bonbonnes qu'on appelle des résines et qui sont couplées avec ces espèces de petits fils qui sont là à des bacs à sel. Donc les bacs à sel sont reliés par ces filtres à ces 2 bonbonnes. Et ces bacs à sel, ça contient tout bêtement de la saumure, c'est-à-dire du sel, du chlorure de sodium à très très forte concentration. Et on va voir à quoi ça sert. Le principe est le suivant. Vous avez ici l'eau qui arrive donc en amont de l'adoucisseur qui contient ce calcium et ce magnésium qu'il faut éliminer. Elle va passer dans l'adoucisseur et l'adoucisseur c'est rempli de petites billes sur lesquelles sont fixés des ions sodium. Et comme il y a une très forte concentration en calcium et en magnésium, vous voyez là il y a 1 plus et là il y a 2 plus, et bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un transfert et une élimination du sodium sur ces billes qui vont capter le calcium et le magnésium. Et ce qui va permettre d'avoir de l'eau adoucie. C'est tout simplement ce qu'on appelle le principe de l'adoucissement. Alors ensuite, ça c'est très bien, mais lorsque toutes les billes de cette bonbonne sont remplies de calcium et de magnésium, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas prendre la bonbonne, la jeter à la poubelle et en mettre une autre. Ça coûterait des millions de dollars à un centre par an. Donc on a trouvé un système qui est très simple et très ingénieux. On va faire ce qu'on appelle une régénération de la bonbonne. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la bonbonne est complètement saturée, elle va automatiquement basculer sur le bac à sel et elle va aspirer du sodium et des chlorures en très forte concentration. Et comme la concentration est très très forte, cette fois-ci, le calcium et le magnésium va être remplacé par le sodium et le calcium et le magnésium va partir à l'égout. Et c'est pour ça que vous avez dans le schéma, dans la photo précédente, 2 bonbonnes, parce que pendant qu'une permet d'éliminer le calcium et le magnésium, l'autre, elle se régénère, c'est-à-dire qu'elle était pleine de calcium et de magnésium, et elle va se régénérer avec le bac à sel. C'est pour ça qu'il y en a toujours 2, parce que pendant qu'une travaille, l'autre se régénère et vice-versa. Ok? C'est clair ce principe? Alors, comment ça peut se mettre en place? Ça, c'est le traiteur d'eau qui va, lui, décider comment et à quel moment les bonbonnes doivent basculer. Ces bonbonnes, ici, c'est piloté par une espèce de microprocesseur qui se trouve ici à la tête
de ces bonbonnes. Et le traiteur d'eau, en fonction des analyses qui ont été faites en amont de votre traitement d'eau, le traiteur d'eau, il va vous demander quelles sont les concentrations en calcium et magnésium. Et en fonction de ces concentrations en calcium et magnésium, il va programmer les résines pour savoir à partir de quel moment, c'est des formules mathématiques, la résine elle est pleine, et à quel moment elle doit basculer sur le bac à sel. Donc avant tout ça, ça se faisait manuellement, c'était le technicien qui gérait ça avec des valves. Aujourd'hui, tout est électronique et c'est piloté automatiquement par ces microprocesseurs. Mais là encore, il faut que le traiteur d'eau soit vraiment très professionnel et c'est à lui de vous demander quelles sont les concentrations en calcium et en magnésium dans votre centre. Et ce n'est pas qu'une mesure dont il a besoin, il faut qu'il ait une idée de ce qui se passe pendant l'année parce qu'il peut y avoir des pics également au cours de l'année, donc il faut qu'il ait une bonne vue de la concentration en calcium et en magnésium de l'eau qui arrive à votre centre d'hémodialyse pour pouvoir mettre en place un adoucissement qui soit le plus efficace possible. Ok ? Donc ça c'était l'adoucissement qui est une phase absolument importante. Et puis lorsque l'eau est adoucie, qu'on a enlevé calcium et magnésium, elle va passer sur l'étape suivante, le charbon actif. Donc le charbon actif, ça permet d'éliminer le chlore. Et Dieu sait si aujourd'hui il y a de plus en plus de chlore dans les canalisations, surtout vous avez vu l'hiver parfois quand on a des périodes de pollution, on sent même dans l'eau du robinet un goût de chlore, donc c'est le job des charbons actifs d'éliminer le chlore. Donc là c'est pareil, c'est des filtres qui se trouvent dans les cartouches bleues que je vous ai montrées, mais au lieu que ce soit un filtre bobiné ou plissé, c'est rempli de charbon actif. Pourquoi on dit qu'il est actif ? Parce qu'il a été traité pour avoir une très forte surface en mètres carrés d'échange. Et le chlore, il va dès qu'il est en contact avec ce charbon actif, il va automatiquement entrer en réaction avec lui. Le charbon actif, il va faire ce qu'on appelle une catalyse, c'est-à-dire qu'il va transformer le chlore en HCl, il va y avoir libération d'oxygène, et puis l'HCl, ça part directement à l'égout, et on a éliminé le chlore. Okay. Et là, pareil, c'est le traiteur d'eau qui doit savoir quelle est la concentration en chlore moyenne pour vous dire quelle quantité de charbon actif vous avez besoin dans votre centre. Il y a des centres, notamment toujours les centres où il y a beaucoup de chloramine, donc il faut traiter et enlever le chlore qui a été utilisé pour éliminer les chloramines. Là, on a des charbons actifs qui peuvent être énormes et qui peuvent représenter le filtre. Un charbon actif peut avoir une taille de plus d'1,50 m de haut. D'habitude, dans les centres où il y a moins de chlore, à ce moment-là, la concentration est moins importante. Et là encore, c'est au traiteur d'eau de savoir quel type et quelle quantité de chlore actif il vous faut pour éliminer le chlore de votre eau. Ok ? Oui ? Non, c'est parce c'est une question d'affinité. Exactement. D'accord ? C'est pour ça que là, effectivement, comme c'est bivalent, c'est le sodium, il va y avoir plus d'affinité avec le calcium et le magnésium. Donc le sodium, il s'en va. Mais là, pour la régénération, il y a une telle concentration en sodium et en magnésium qu'à ce moment-là, l'affinité va se faire avec le sodium et puis avec le calcium. Donc le calcium va être libéré. Ok ? Alors, on a vu le charbon actif, et dernière étape super importante, donc c'est l'osmose inverse, puisque vous avez vu qu'on a éliminé les particules avec les filtres, on a éliminé le calcium et le magnésium. Par contre, il reste tous les autres sels minéraux à éliminer, c'est-à-dire il reste à éliminer le sodium, il reste à éliminer le chlorure, on a éliminé le chlore avec le charbon actif, il reste à éliminer les sulfates, il reste à éliminer les nitrates, il reste à éliminer les bactéries, il reste à éliminer les endotoxines, et ça, c'est le travail de l'osmose inverse. Alors, l'osmose inverse, le principe, c'est lequel ? C'est un principe qui est tout simple. L'osmose, d'abord, c'est quoi ? L'osmose, tout simplement, lorsque vous prenez une solution d'un côté de sels minéraux et de l'autre côté d'eau pure, avec une membrane semi-perméable entre les deux, c'est un principe physique. Qu'est-ce qui se passe ? L'eau, elle va du moins concentré vers le plus concentré, et elle va aller diluer la solution de sels minéraux. Et donc, on a une augmentation du volume de la solution de sels minéraux, et la différence, c'est ce qu'on appelle la pression osmotique. Ok ? Tout bêtement. L'osmose inverse, c'est quoi ? Ça consiste tout bêtement à appliquer une très forte pression
sur la solution de sels minéraux, c'est-à-dire la solution de votre centre de dialyse qui contient tous les sels minéraux, les bactéries endotoxines. On va appliquer une très très forte pression à ce niveau-là et on va pousser l'eau à travers une membrane semi-perméable pour obtenir de l'eau pure. Donc le principe de l'osmose inverse, la seule chose à retenir, c'est que c'est un principe qui permet d'appliquer une très forte pression sur l'eau qui sort de l'adoucisseur au travers d'une membrane semi-perméable, et du fait de la pression, on va retenir du côté de la membrane externe tous les sels minéraux, les bactéries, les endotoxines, et de l'autre côté, il va rester plus que de l'eau pure. D'accord? Alors, en pratique, ça ressemble, et on peut avoir, deux types d'osmose, une simple osmose et une double osmose. L'osmose, alors, qu'est-ce qui permet de pousser l'eau à travers la membrane? Tout bêtement, c'est une pompe qu'on met en place. Et la pression est énorme, hein. On parle d'à peu près de 40 bars de pression, alors que lorsque vous ouvrez l'eau du robinet, c'est 3 bars de pression. Donc là, on parle de 40 bars, donc c'est très très fort. Et donc la pompe va pousser l'eau à travers la membrane, on va avoir de l'eau épurée, donc ça c'est la résistivité qui montre la concentration en électrolytes. Elle est entre 100 et 300 avant la membrane, elle est plus que de 5 à 10 après la membrane. Donc ça c'est ce qu'on appelle la simple osmose, et puis on rejette une partie, on retraite une partie de l'eau pour faire des économies. Peu importe ce côté-là. La double osmose, ce que vous voyez de plus en plus aujourd'hui dans les centres, pour pouvoir avoir de l'eau de qualité vraiment optimum, et notamment dans le cadre de l'hémodiafiltration, tout simplement, l'eau qui a été épurée une fois, ici, elle va repasser encore une fois à travers la membrane pour avoir plus qu'une résistivité de l'ordre inférieur à 5 microsiemens, c'est-à-dire pratiquement rien. Donc là, c'est de l'eau vraiment excessivement pure. On arrive à des niveaux aujourd'hui qui sont très très proches de ce qu'on peut voir dans l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des médicaments, ou de l'industrie microélectronique où on a besoin d'avoir une eau excessivement pure. Donc on se rapproche de plus en plus de cette qualité d'eau. Et en pratique, dans un traitement d'eau, ça ressemble à quoi? Ce sont des membranes, encore une fois, qu'on va trouver ici. Là, encore une fois, c'est des bonbonnes. Donc c'est des longues membranes, parce que pour appliquer 40 bars de pression sur un débit d'eau qui arrive avec un volume de plusieurs litres par minute, il faut de la surface. Alors si on mettait juste une membrane verticale avec une pompe, il faudrait une membrane qui fasse plusieurs étages de hauteur, ce qui serait un peu compliqué dans un centre de dialyse. Donc on a trouvé un moyen très simple, c'est que la membrane, on va l'enrouler sur elle-même et on va faire une filtration tangentielle. Donc la pompe va pousser l'eau le long de la membrane et on va récupérer l'eau épurée à travers la membrane, tout simplement parce qu'elle a été roulée sur elle-même. Donc c'est un principe juste pour gagner de la place, si vous voulez, pour pouvoir faire cette osmose inverse. Donc retenez encore le principe de l'osmose inverse. On a une membrane enroulée sur elle-même, on a l'eau qui a été donc traitée, qui a été adoucie, qui va être poussée au travers d'une pompe, et on va récupérer en sortie de l'eau complètement épurée. C'est clair l'osmose inverse? C'est toujours un peu compliqué comme principe. Vous avez compris? Ouais. Donc ici, en sortie, vous avez vraiment de l'eau absolument ultra pure. Et donc maintenant on est content, on a réussi à traiter notre eau, puisqu'on a enlevé les particules avec les filtres, on a enlevé le calcium et le magnésium avec l'adoucisseur, on a enlevé le chlore avec le charbon actif, on a enlevé tous les électrolytes et une bonne partie des endotoxines et des germes avec l'osmose inverse. Reste maintenant à distribuer cette eau dans les différents générateurs qui sont placés le long d'une boucle de distribution. Et là, il y a aujourd'hui sur le marché pas mal de débats et beaucoup de boucles de distribution à disposition par les fabricants. Il y a des matériaux qu'on appelle dits classiques, qui ne sont pas très chers, qui viennent souvent des traitements d'eau qui ne sont pas de super bonne qualité. On peut avoir des tuyaux en PVC, où là on a des raccordements par collage. On peut avoir aussi du PEX, c'est des tuyaux semi-rigides, pas chers, mais pas terribles en termes de qualité. Pourquoi? Parce que c'est des matériaux qui sont très poreux et sur lesquels les germes malgré tout qui ont pu passer vont pouvoir se loger, vont pouvoir se développer et entraîner le développement d'un biofilm.
Et aujourd'hui, on a de plus en plus des boucles en matériaux dits nobles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont issus de l'industrie pharmaceutique, et notamment il y a l'acier inoxydable, qui est un très bon matériau, coûteux mais très bon. Le PVDF, peu importe l'acronyme, où là c'est un matériau également qui a un degré de porosité qui est très 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 faible, ou également le silicone. Il y a aujourd'hui aussi des boucles qui sont sorties en silicone souple, où là on a un degré de porosité également très très faible et qui va permettre de maintenir la qualité microbiologique de l'eau qui a été traitée. Et l'intérêt, c'est que les raccordements se font par soudure, et la rugosité est simplement de 0,4 microns, ce qui est très très faible en termes de boucle de distribution. Aujourd'hui, donc, il y a tout ça qui est disponible dans l'industrie. Mais à côté de ces traitements d'eau classiques que je vous ai donnés, il y a aujourd'hui aussi de nouveaux traitements d'eau qui sortent avec des nouvelles technologies, donc c'est bien, on avance. Les fabricants proposent des choses nouvelles. Il y a une nouvelle technique qu'on appelle l'ultrafiltration et la nanofiltration. Alors c'est quoi ? Eh bien d'abord, il va y avoir l'eau qui va être traitée, va être ultrafiltrée, c'est-à-dire qu'elle va passer, c'est comme les membranes de dialyse, à travers une espèce de grosse membrane de dialyse pour avoir une filtration tangentielle. Puis elle va être passée sur charbon actif, et puis ensuite elle va passer sur des très petits filtres qu'on appelle de la nanofiltration, et enfin de l'osmose inverse. Et l'ultrafiltration, l'intérêt c'est que ça permet d'éliminer le calcium, les adoucisseurs, pour éliminer le calcium et le magnésium. Donc il y a vraiment un intérêt parce que on supprime ces espèces de grosses bobonnes, ces bacs à sel qui entraînent une maintenance lourde, et puis surtout les adoucisseurs, comme l'eau souvent stagne lorsqu'il y a des régénérations, c'est vraiment des milieux où les germes peuvent se développer, qui sont très propices au développement des germes. Donc ça c'est vraiment une technique qui est très intéressante parce que l'ultrafiltration, ça permet à la fois d'éliminer tous les électrolytes, et puis ça permet d'avoir une contamination microbienne très très faible. Simplement les limites, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de calcium et de magnésium dans l'eau, donc les régions en France qui sont très calcaires ne sont pas propices à ça, parce qu'il y a trop de calcium. Par contre, il y a des régions qui s'y prêtent énormément, notamment à Lyon, il y a certains centres qui sont équipés autour de Lyon, et on n'a plus besoin d'utiliser le charbon actif. Donc ça, c'est une avancée assez intéressante dans le cadre du traitement d'eau avec l'ultrafiltration, et puis la nanofiltration qui remplace également tous les filtres, parce que ça permet de retenir là tous les germes d'un coup, et c'est une technologie aussi qui est très efficace sur un plan microbiologique. Ça ressemble à quoi en pratique ? L'ultrafiltration, c'est des fibres creuses, donc c'est vraiment comme les dialyseurs, c'est des tubulures dans lesquelles on va trouver à peu près 20 000 fibres creuses. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une forte pression, donc il n'y a pas besoin de pompe pour pousser l'eau à travers ces filtres, à travers ces fibres. La durée de vie est très grande, elle dure 10 ans, et la rétention est très efficace. On retient 0,01 micromètre de particules, donc c'est énorme. Donc il y a une autre qualité physico-chimique et microbiologique, et puis ça permet de protéger les membranes de l'osmoseur et d'augmenter la durée de vie de l'osmoseur. Donc c'est vraiment intéressant comme technique. Et la nanofiltration, là c'est des modules avec des membranes spiralées, mais qui ont une rétention qui est beaucoup plus importante, puisque là aussi elle est de 0,01 micron. Donc pareil, ça va avoir une autre qualité physico-chimique, microbiologique, mais l'autre intérêt majeur, c'est celui-là, les pesticides. Et ça, c'est un point important aujourd'hui à évoquer, parce que la pharmacopée européenne, elle ne donne pas de normes concernant la concentration maximale en pesticides. Aujourd'hui en France, il y a une grosse région agricole, on utilise des quantités massives de pesticides, et on commence à se poser la question, à se dire, mais le patient, est-ce que de temps en temps, il se recevrait pas dans son sang des pesticides, et est-ce que ça n'a pas une incidence importante sur sa morbidité à long terme, puisqu'il est dialysé 3 fois par semaine. Et c'est pas facile de doser les pesticides dans le sang du patient d'une part, dans l'eau également, on ne fait pas ça en routine, mais on s'aperçoit que parfois on a fait des tests, on s'est aperçu que l'eau qui arrivait dans le générateur contenait des pesticides, notamment dans les régions très agricoles. Et là, le seul et unique moyen pour éliminer les pesticides, on l'a trouvé, c'est la nanofiltration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de près, qui est en train de se développer et qui va avoir de l'avenir, notamment pour ces histoires de pesticides, parce qu'on en parle beaucoup. Et j'espère qu'à terme, il y aura une norme européenne qui sortira
sur les pesticides parce qu'il faut vraiment tenir compte et il y a un certain nombre d'études cliniques qui sont en cours aujourd'hui, mais il est important de savoir ce que ça va donner. D'accord? C'est clair tout ça? Ok. Et puis, dernière technique, pour encore une fois optimiser encore plus la qualité de l'eau, c'est l'électrodésonisation. Alors ça vient directement de l'industrie pharmaceutique. L'objectif de l'électrodésonisation, c'est que lorsqu'on a fait l'adoucissement, l'osmose inverse, donc la chaîne classique de traitement d'eau, après l'osmose inverse, on va mettre un désionisateur. L'objectif de ce désionisateur, ça va être d'avoir, c'est un système qui est chargé, c'est-à-dire qu'il y a une anode et une cathode, et il va retirer tous les ions Cl- d'un côté, qui restent, tous les ions négatifs d'un côté, et tous les ions positifs de l'autre. Donc ça va permettre encore plus d'optimiser la qualité physico-chimique de l'eau. Donc ça vient vraiment de l'industrie pharmaceutique d'une part, mais surtout de l'industrie électronique, pour avoir une grosse qualité de l'eau. Il y a des gens qui sont intéressés, notamment les gens qui font de l'hémodiafiltration en ligne, parce qu'ils veulent être vraiment sûrs que le produit qu'ils vont réinjecter à leurs patients, puisqu'il n'y a pas de contrôle dans l'hémodiafiltration en ligne, donc c'est quelque chose d'important, hein. On injecte directement de l'eau à un patient sans qu'elle ait été contrôlée a priori, donc il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il y a certains centres où on voit apparaître cette électrodésonisation pour être sûr qu'il va y avoir une qualité d'eau physico-chimique vraiment la plus pure possible, et en même temps parfois on met même encore un filtre 0,2 micron pour être sûr de la qualité microbiologique de l'eau. Donc ça c'est aussi des choses qu'on voit arriver mais qui sont relativement coûteuses. Alors c'est sûr, la maintenance elle est simple, il y a un gain de temps, on réduit l'utilisation on optimise l'utilisation du traitement d'eau, on augmente la rétention des germes et des endotoxines, mais malgré tout c'est une technique qui reste encore assez coûteuse, mais qu'on voit arriver, et encore une fois dans le cadre de l'hémodiafiltration en ligne. Donc ça c'est les deux nouveautés qu'on voit de plus en plus en France et également en Europe. Ok? Donc voilà pour le traitement d'eau dans son ensemble. Et puis ensuite, lorsque cette installation donc on l'a mise en place, il faut bien sûr pouvoir la désinfecter. Alors comment ça se désinfecte un traitement d'eau? Vous avez vu que c'est assez complexe. Tout ce qui est en amont de l'osmoseur, osmoseur inclus, donc les filtres, les adoucisseurs, l'osmoseur, aujourd'hui c'est que de la désinfection chimique. Il n'y a pas d'autre moyen dans le cadre de la maintenance du traitement d'eau. Ça se désinfecte chimiquement avec des solutions à base d'acide acétique, d'acide paracétique, de peroxyde d'hydrogène, type Dialox. Par contre, pour les boucles de distribution, là c'est plus intéressant parce qu'il y a différents moyens de désinfection, ces boucles. Soit on utilise des désinfectants chimiques, donc type Dialox, mais on peut aussi faire de la désinfection avec de l'eau chaude à 90 degrés, donc on fait circuler de l'eau. Et puis il y a également des boucles sur lesquelles on peut faire passer de l'eau surchauffée, donc à 121 degrés pendant 20 minutes sous une pression de 1 atmosphère et demie, donc c'est très très proche de la stérilisation, où là ça permet d'avoir une boucle qui est vraiment optimale en termes de désinfection. Et on voit aussi apparaître de plus en plus l'ozone en termes de désinfection. Ça, il y a quelques centres qui commencent à être équipés en France. Là aussi, il y a un gros débat parce que les médecins ne sont pas très positifs vis-à-vis de l'ozone. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une désinfection à l'ozone, ensuite il faut casser les molécules d'ozone avec un rayonnement ultraviolet et on génère parfois des radicaux libres. Et les néphrologues se demandent si ces radicaux libres qui sont générés ne risquent pas de rester dans le traitement d'eau, de passer dans le sang du patient et finalement d'avoir un effet aussi néfaste à long terme. Donc l'ozone aujourd'hui, gros point d'interrogation. Il n'y a pas franchement d'études en cours, ça commence à se mettre en place, mais on ne connaît pas vraiment l'incidence et que ça peut avoir à long terme sur le patient. Donc ce qu'on va retrouver en majorité dans les boucles, c'est de la désinfection chimique, c'est de l'eau chaude, et l'intérêt c'est de coupler les deux, parce que ça permet d'éviter des résistances des germes et ça permet de faire un mix, et le désinfectant chimique et l'eau chaude associée vont permettre d'avoir un effet synergique et d'être beaucoup plus efficace sur la désinfection de la boucle de distribution. Ok? Donc voilà pour la désinfection.
Donc on a vu comment fonctionnait ce traitement d'eau. Et maintenant, quelles sont les réglementations et les contrôles de ce traitement d'eau? Quelle est la législation aujourd'hui? Parce que vous avez vu qu'il y a la pharmacopée européenne qui donne des références sur la qualité physico-chimique, microbiologique, mais ensuite, quelle est la réglementation et quels sont les contrôles? Alors, il a fallu attendre assez longtemps pour ça, pour avoir une réglementation. Donc, le traitement d'eau aujourd'hui, c'est considéré comme dispositif médical, classe 2B, donc ça doit être marqué CE. Et il faut, puisque c'est marqué CE, qui est au niveau de l'usine de traitement d'eau, et bien entendu la mise en place d'un plan d'assurance qualité par le fabricant selon une norme qui s'appelle le N46.000. Donc ça, il faut être sûr que le fabricant, lui, est bien validé selon cette norme pour être sûr qu'il est capable de bien fabriquer le traitement d'eau. Plus important, enfin est sortie, simplement en 2000, une circulaire qui date du 7 juin 2000, qui est une circulaire et un guide, qui est un guide pour la recommandation pour la production d'eau pour la dialyse des patients insuffisants rénaux. Avant 2000, il n'y avait rien. C'est-à-dire que si vous aviez à mettre en place un traitement d'eau, il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de contrôle. Vous étiez vraiment livré à vous-même pour pouvoir mettre en place un traitement d'eau. Donc il a fallu attendre simplement 2000 pour qu'enfin on ait quelque chose de concret qui sorte et qui donne un peu des recommandations et des guidelines pour pouvoir mettre en place ce traitement de l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit ce guide? Enfin il fixe des responsabilités, parce que c'est vrai que c'était assez vague les responsabilités. Aujourd'hui, pour le traitement de l'eau, la personne qui est responsable, c'est le néphrologue. Le néphrologue, le guide dit qu'il a une responsabilité générale vis-à-vis de tous les éléments intervenant dans le processus de soins. Et aussi important, le pharmacien, il doit être impliqué, puisque le pharmacien, il est responsable de la vérification du respect des dispositions de la pharmacopée européenne en ce qui concerne la qualité de l'eau. Ça veut dire que le pharmacien, lui, il est responsable du contrôle de la qualité de l'eau. Et le guide dit aussi que lorsqu'un patient s'estime victime d'un préjudice sur le traitement d'eau, il a été contaminé par exemple, et parce que le traitement d'eau il y a eu un problème sur le traitement d'eau, il a mal été conçu, ou il n'y a pas eu des bons contrôles, il n'y a pas eu des bonnes désinfections. À ce moment-là, il peut saisir la commission de conciliation de l'établissement, et il y a eu quelques centres d'hémodialyse aujourd'hui où il y a eu des procès parce que des patients avaient été contaminés, ils ont porté plainte contre le centre d'hémodialyse parce qu'il y avait eu des contaminations. Donc là aussi, on va de plus en plus vers une culture anglo-saxonne en termes de procès et de responsabilité. Alors, le guide, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en termes de contrôle, comment vous devez contrôler l'installation. À réception de l'installation, donc lorsque l'installation arrive chez vous, le guide dit qu'il est recommandé de mettre en place un système d'assurance de la qualité, du suivi du fonctionnement de l'installation du traitement d'eau. Bref, de mettre un vrai plan d'assurance qualité tel qu'il peut exister aujourd'hui pour les traitements d'eau de l'industrie pharmaceutique. Donc on se rapproche de plus en plus des plans d'assurance qualité qui sont mis en place dans l'industrie pharmaceutique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réception, les contrôles qu'ils doivent faire à cette réception, le guide dit qu'il faut faire une qualification de l'installation qui est technique, c'est-à-dire que vérifier que l'installation qui arrive dans votre centre est bien conforme au cahier des charges. Il faut faire aussi une qualification opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut vérifier lorsqu'on branche l'installation qu'elle fonctionne bien. Et enfin, il faut faire ce qu'on appelle une qualification de performance, c'est-à-dire qu'il faut faire des analyses physico-chimiques, microbiologiques, lorsque vous recevez l'installation, pour être sûr que l'eau qui sort est bien conforme aux recommandations de la pharmacopée. Alors on va voir c'est quoi ces trois qualifications, qu'est-ce que ça veut dire. Ça c'est très important pour vous, parce qu'il faut être vigilant aussi par rapport à ce que peuvent sortir les fabricants. La qualification technique, donc là c'est un contrôle, ce qu'on dit en mode statique, c'est-à-dire que l'appareil arrive chez vous, et il faut que le fabricant fasse tous les contrôles des éléments de l'installation, qui contrôle les calibrations, qui vérifie les documents de référence, qui contrôle le montage. Et c'est un gros document, je vous ai mis ici un extrait, voilà par exemple ce que ça donne, la qualification technique. Vous avez ici le nom de la société, peu importe, ça je vous l'ai caché. Vous avez des fiches, par exemple ici c'est une fiche de vérification de l'instrumentation, et bien le traiteur d'eau, et ça aujourd'hui il doit le faire pour être conforme au guide de recommandation. Le traiteur d'eau aujourd'hui, lorsqu'il met votre centre en place, il doit vous fournir tous les documents où il va montrer que il va vérifier sur toute l'installation que les produits ont bien été montés au bon endroit,
qu'ils sont conformes par rapport à ce qui a été demandé, il doit s'engager et il doit signer. Donc c'est vraiment une qualification de contrôle. Donc là, ça concerne par exemple tous les instruments. Il va vérifier que tous les instruments sont bien conformes à l'installation. Et il va faire ça sur toute installation, donc centimètre par centimètre. Il va vérifier que cette installation a bien été montée. Et il doit vous donner un constat de fin de montage et il doit s'engager, il doit signer. Okay, ça veut dire que votre installation, elle est qualifiée pour pouvoir démarrer dans votre centre d'hémodialyse. Première étape. Et ça, c'est une étape super importante. Deuxième étape, contrôle opérationnel. Donc l'installation est posée, on a vu en mode statique que tout était bien monté, conforme, etc. Maintenant, on ouvre le robinet, on la met en route, et là, le fabricant, il doit valider l'installation et montrer qu'elle fonctionne bien, de manière reproductible, d'une part, et d'autre part, il faut aussi qu'il vérifie que tous les systèmes d'alarme fonctionnent bien également. Donc là, même topo, par exemple, il va vérifier que les adoucisseurs fonctionnent bien. Donc c'est important de vérifier que les adoucisseurs fonctionnent bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire par exemple un test pour vérifier que l'adoucisseur réagit bien. Donc il va mettre une quantité de calcium et de magnésium en entrée, il va faire fonctionner l'adoucisseur, il va faire un prélèvement en sortie et il va vérifier que la qualité est bonne, par exemple. Et puis il va faire aussi des tests d'alarme. Donc par exemple, il va injecter un petit peu de calcium et de magnésium après l'adoucisseur. Et donc ça veut dire que l'adoucisseur n'a pas bien fonctionné puisqu'il y a du calcium et du magnésium qui sort. Donc les alarmes doivent fonctionner, il y a une alarme qui doit retentir disant attention, warning, il y a du calcium et du magnésium qui ressort l'adoucisseur, donc l'adoucisseur ne fonctionne pas bien. Donc il doit faire tous les tests de fonctionnement et un checklist en mode dynamique pour vérifier que l'installation fonctionne bien. Et donc ça, il doit le faire sur tous les éléments opérationnels. Et les éléments les plus importants qui sont les clés du système, les adoucisseurs. Pareil sur les osmoseurs, il va faire des tests sur les osmoseurs, il va vérifier qu'ils fonctionnent bien, il va vérifier qu'il y a les bonnes pressions, il va vérifier que lorsqu'un osmoseur ne fonctionne pas bien, il y a un système d'alarme qui se met en route, etc. Et à la fin, il doit vous donner un rapport où il y a le résultat de la qualification opérationnelle et puis il vérifie que tout est conforme et il signe et il s'engage. Et puis enfin, dernière étape sur votre traitement d'eau, on a vérifié que ça fonctionnait bien en mode statique quand il arrive, que ça fonctionne bien sur un mode opérationnel. Dernière étape, qualification de performance. Là, il faut faire des analyses, et ça, c'est aussi le fabricant qui doit les faire. Donc, où il doit faire des analyses physico-chimiques, des analyses microbiologiques, pour dire voilà les analyses qui ont été faites en sortie du traitement d'eau, c'est conforme à la pharmacopée européenne, c'est conforme à votre cahier des charges. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que vous assistiez parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et voilà à quoi ça ressemble, un document de qualification. Un gros document comme ça, donc vous voyez, ça reprend, il y a plus d'une centaine de pages. C'est des pages et des pages où dedans vous allez avoir tous les tests qui ont été faits par le fabricant en mode statique, en mode dynamique. Et le fabricant, à chaque fois, il s'engage et il doit signer. Et donc, ça, c'est important pour vous, notamment dans le cadre de l'accréditation. Parce que lorsque l'ARH débarque, et demain, ça va être les nouvelles agences régionales de santé, il faut pouvoir leur dire, dans le cadre de l'accréditation, que votre système, il est conforme. Et pour dire que votre système, il est conforme, vous avez le document qui doit être fait par le fabricant en termes de qualification. Et très souvent, vous vous apercevez que les fabricants, ils le font pas souvent, ce qui est dommage, parce que ça fait partie de leur travail. Et aujourd'hui, ça fait partie de leur travail parce que c'est demandé par la circulaire de juin 2000 de faire ces qualifications. Donc ça, il faut que vous soyez vigilants. Et lorsqu'il vient dans votre centre, le fabricant, il faut lui demander, je veux voir le rapport de qualification opérationnelle, je veux voir le rapport de qualification technique. D'accord ? C'est clair, c'est vrai que c'est un peu fastidieux ces documents, mais c'est vraiment important que vous soyez vigilants là-dessus et il faut que vous demandiez ça au fabricant d'avoir toutes ces qualifications avant de mettre en place votre traitement d'eau lorsque vous ouvrez un nouveau centre ou lorsque vous mettez en place une nouvelle unité. Et puis enfin, il y a également pour les traitements d'eau existants, là aussi, et c'est bien, la circulaire a défini aussi des responsabilités pour le contrôle en routine. Donc le contrôle en routine, il dit que la surveillance, elle relève de la personne chargée de la gestion quotidienne de l'installation, l'infirmière en autodialyse ou le technicien en centre ambulatoire,
et que le contrôle analytique constitue la tâche d'une personne extérieure à la gestion quotidienne, d'apprécier si les règles fixées sont respectées. Bref, que le contrôle analytique, il doit être fait par le pharmacien ou par l'hygiéniste, mais surtout par le pharmacien, c'est lui qui est responsable du contrôle. Donc là, il faut que le pharmacien aussi, il s'engage. Alors, la circulaire, elle donne aussi une fréquence de contrôle, alors qui est assez vague. Là, par contre, c'est pas suffisamment détaillé à mon goût. Voilà ce qu'elle dit, les analyses qu'il faut faire et la fréquence minimum de ces analyses en fonction du nombre de séances par an. Donc moins de 200, c'est du domicile, 200 à 1000, autodialyse, 1000 à 10 000 et supérieur à 10 000, centre lourd. Donc elle vous dit que tout ce qui est conductivité, calcium, nitrate, aluminium, alors aluminium, ils disent au moins trimestriel si l'eau brute contient naturellement de l'aluminium, matière organique, germes, endotoxines, 1 fois par an, 2 fois par an, 4 fois par an ou tous les mois. Donc ça c'est la fréquence minimum qui est demandée en termes d'analyse. Et puis tout le reste des éléments de la pharmacopée européenne, ça doit être fait 1 fois par an ou 4 fois par an dans les centres lourds. Et puis enfin, et ça c'est bien le ministère de la Santé, toujours très vague quand il s'agit parfois de s'engager, paramètres complémentaires. Donc genre les chloramines, genre le mercure, en fonction de vos régions, là, à déterminer selon le risque. Donc là, c'est vraiment, la balle est dans votre camp, mais ils ont préféré ouvrir le parapluie et se dire, attention, dans les cas où il y a un risque, parce que c'est une région où il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de nitrates, donc risque de chloramine, ou parce qu'il y a des risques de mercure, ou parce qu'il y a des risques de pollution aux pesticides par exemple, à ce moment-là, n'oubliez pas de rajouter un paramètre complémentaire et puis en fonction du risque, à vous de juger combien de fois par an il va falloir que vous fassiez l'analyse. Donc ça reste encore très très vague et ça mériterait d'être un peu plus développé, ça a le mérite d'exister, mais malgré tout, il faudrait pouvoir développer un petit peu plus ce type d'analyse. Mais toujours est-il que ce que ne demande pas la circulaire, par contre, mais ce qui est absolument nécessaire, et ça c'est le travail du pharmacien, c'est la mise en place de bonnes pratiques de fabrication, comme dans l'industrie pharmaceutique, par la tenue d'un cahier de bord dans lequel on va mettre en place toutes les interventions de maintenance, quelles sont les procédures de maintenance, quelles sont les conduites à tenir, bref, d'avoir une sorte de checklist qu'il faut faire avant de démarrer le fonctionnement du centre. Donc ça, on voit que c'est en place aujourd'hui dans beaucoup de centres. Par exemple, vous avez ici un exemple d'un contrôle de traitement d'eau dans un centre d'autodialyse, par exemple, qui avait été fait par un pharmacien qui m'avait donné ça. Ou par exemple, il y a le contrôle du pré-traitement, donc on va contrôler les pressions au niveau des filtres qui sont les plus importantes, on va les comparer par rapport à une valeur de référence, on va vérifier le volume d'eau adoucie, on va faire des tests de dureté pour voir si l'adoucisseur fonctionne bien, on va penser à remplir les bacs à sel, puisque combien de fois on s'aperçoit que les bacs à sel, on a oublié, dommage de les remplir, donc on massacre l'adoucisseur. C'est tout bêtement une sorte de checklist, comme un avion avant le décollage. On vérifie que tous les principaux paramètres fonctionnent bien dans le centre. Et puis également, conduite à tenir. Il faut aussi, on fait des prélèvements, la pharmacopée européenne demande de faire des analyses microbiologiques, des germes et des endotoxines, mais elle ne dit pas comment vous devez prélever. Et en fonction des prélèvements et de la manière dont vous pouvez prélever, je peux vous assurer que en tant que microbiologiste, je peux vous faire un prélèvement et vous trouver 0 germe, donc je peux vous faire un prélèvement et trouver un paquet de germes. Donc tout dépend de la manière dont vous allez faire le prélèvement et comment vous allez le mettre en culture. Et là, c'est le pharmacien qui doit mettre en place aussi une méthodologie pour pouvoir faire ce prélèvement et pour être sûr qu'on va avoir une bonne vue de la qualité microbiologique de votre eau. Et ça, c'est son job, en termes de méthodologie. Voilà globalement ce que doit faire le pharmacien pour le contrôle. Par contre, ça, c'est pas encore demandé par la circulaire ou par qui que ce soit, mais c'est vraiment primordial à mettre en place dans le centre d'hémodialyse si on veut assurer la pérennité du système de traitement d'eau. Et pour terminer, qualification du traitement d'eau et contrôle ensuite en aval, ça permet vraiment d'avoir cette assurance qualité de votre traitement d'eau tel que ça existe aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique. Et sans oublier ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est très bien d'avoir une très bonne qualité d'eau en amont, mais il ne faut pas oublier non plus le générateur de dialyse et la qualité dialysable, parce que si vous avez un super traitement d'eau
Mais un générateur de dialyse qui est déficient parce qu'on n'a pas fait les bonnes maintenances, parce qu'on n'a pas fait les bonnes désinfections, ça ne sert à rien. Encore une fois, représentez-vous l'hémodialyse comme une chaîne où chaque maillon est primordial. Là, on vient de voir le maillon de traitement d'eau. Vous avez vu avant le maillon générateur. Il faut qu'il soit associé pour avoir une assurance qualité globale de la chaîne d'hémodialyse. C'est absolument primordial de raisonner sur toute la chaîne puisque c'est ça qui va garantir la fiabilité du dialysat qui est produit. Et je vous rappelle qu'il y a 23 mètres cubes de dialysat, dont 97% d'eau, en contact tous les ans avec les patients que vous pouvez traiter dans vos centres. 23 mètres cubes, donc il faut s'en souvenir. Et c'est pour ça que c'est absolument primordial d'avoir une bonne qualité d'eau, un bon générateur en termes de désinfection pour avoir une bonne qualité du dialysat et pour assurer la sécurité finale de votre patient. Voilà ce que je voulais vous dire pour le traitement d'eau. J'espère que ça a été assez clair. C'est un peu lourd sur le plan des contrôles, mais je pense qu'il faut vraiment de plus en plus arriver à se renforcer sur les plans des contrôles, à se renforcer sur le plan de nos connaissances à ce niveau-là, pour arriver à la sécurité du patient. Vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'on peut parler de durée de vie de l'unité de traitement d'eau? Oui. La durée de vie d'un traitement d'eau, aujourd'hui, si on fait une bonne maintenance, ça peut tenir 10 ans un traitement d'eau. On arrive à faire régulièrement. Vraiment, on applique le checklist tous les matins lorsqu'on est en route pour être sûr que ça marche bien. Ça peut tenir 10 ans. J'ai vu des traitements d'eau qui ont tenu que 3 ans. Tout simplement parce que c'était des bijoux que le traiteur d'eau avait mis en place, mais après le centre n'avait pas mis en place ces procédures de maintenance. Par exemple, les bacs à sel n'étaient pas changés, donc évidemment l'adoucisseur, il adoucissait rien du tout, donc le calcium et le magnésium, c'est sûr, passé, n'étaient pas retenus par l'adoucisseur, ils arrivaient directement sur la membrane de l'osmoseur. Alors heureusement, l'osmoseur est capable de retenir du calcium et du magnésium, mais à la fin, les membranes de l'osmoseur étaient complètement rigides, tellement elles étaient remplies de calcium, et à la fin, il a fallu prendre les membranes de l'osmoseur, les jeter et les tuner. Et là, ça coûte une fortune. Donc un traitement d'eau, il vaut mieux payer cher en amont de traitement d'eau pour avoir une bonne qualité, et après mettre en place un très très bon process de maintenance et de contrôle, et ça peut durer 10 ans sans problème, avec une très bonne qualité. C'est ça que c'est ici. Oui. Là ou l'autre. En fait, donc les concours sont assurés par l'utilisation de contrôle, qui en fait vérifie en fait que ces concours sont bien effectués. Pharmacien. Qui contrôle le pharmacien. Qui contrôle le pharmacien? Bonne question. Qui contrôle le pharmacien? De plus en plus, ça va être ses tutelles, d'une part, et aujourd'hui l'ARH, l'Agence régionale d'hospitalisation, demain l'ARS, puisqu'elles vont être transformées en Agence régionale de santé à partir de mars 2010, donc demain, et dans le cadre de l'accréditation. Aujourd'hui, les centres hospitaliers et même les centres d'hémodialyse vont de plus en plus vers cette démarche d'accréditation, donc le contrôle c'est comme ça. C'est les autorités du tutelle qui viennent dans le centre, qui vont vérifier si toutes les bonnes pratiques ont été mises en place, et qui accréditent le centre et par conséquent le pharmacien. Mais en bout de chaîne, également, qui est responsable, vous avez vu que c'est le néphrologue, qui est également responsable aujourd'hui s'il y a un problème. Les recommandations pour la qualité biologique pour la genèse online? Non, pour la DH online, très bonne question. Elles sont beaucoup plus drastiques, heureusement. Et par rapport à ce guide, il y a aussi, est sorti aussi en addition une circulaire qui donne des recommandations. Et là, elles sont beaucoup plus drastiques puisque l'eau pour la TF ne doit pas être de, que c'était de 100 polyformalités par millilitre, là c'est 100 polyformalités par litre. Et au niveau et surtout ce qui est important, c'est que la circulaire, si vous redonnez la valeur exacte, donne également pour la solution qui va être réinjectée au patient, la solution doit être stérile, et surtout la concentration en toxine doit être de 0,05 unités dans toxine, c'est-à-dire la concentration qu'on a dans un médicament stérile.
Et c'est là toute la difficulté de l'HDF Online, parce que le ministère, encore une fois, c'est couvert sur l'HDF Online. Ça, que vous soyez bien conscients. C'est-à-dire que, outre tout ça, le ministère demande des contrôles très compliqués qui sont pour moi pratiquement irréalisables en pratique. Je vous les liste. Le ministère dit que un contrôle microbiologique et endotoxine doit être réalisé au minimum une fois par mois et par générateur dans la solution substitution. Là, je ne parle plus de l'eau, plus de l'ISA, je parle de la solution qui va être réinjectée au patient. Et il dit que donc là, il faut un échantillon de 50 ml, peu importe, etc. Et que et enfin voilà. Et ensuite, donc il demande pour vérifier l'intégrité du système et tout le reste. Et également, il demande de mettre en place, est-ce que je l'avais dit, c'était là, de mettre en place des simulations de dialyse et de faire un prélèvement de la solution. C'est-à-dire que ce qu'il vous demande, c'est que régulièrement, et je regarde parce que j'avais vu ça, il dit néanmoins, il est souhaitable pour augmenter la sensibilité microbiologique de la détection de procéder à une séance d'hémofiltration fictive sans patient. Donc vous signez une séance tous les 2 mois, au cours de laquelle sera filtré l'équivalent de 20 litres d'infusable. Vous faites bien du courage si vous arrivez à récupérer 20 litres d'infusable dans un générateur sans mettre en alarme. Et puis ensuite de le mettre en culture facilement. Donc globalement, ils vous disent le liquide de substitution chimique 0,05 litres d'endotoxine et régulièrement de faire une simulation, de faire des 20 litres, de vérifier que sur ces 20 litres, il y a 0 GR de 0,05. Pour moi, je pense que c'est très difficilement réalisable. Mais le ministère a fait ça tout bêtement pour se couvrir. Parce qu'encore une fois, étant pharmacien, moi ça m'a toujours aussi un peu interloqué cette modification en ligne, parce que globalement dans l'industrie pharmaceutique, lorsque vous produisez du chlore de sodium, des ampoules de chlore de sodium, il faut que ça soit validé, contrôlé, laissé en quarantaine pendant au moins 3 semaines de temps de faire les tests. Et là, on filtre à travers une membrane, on injecte directement au patient, c'est assez. Et c'est pas 7 ml, c'est 20 litres qu'on injecte au patient. Ça, c'est très surprenant. C'est pour ça que le ministère a fait ça, je pense, pour se couvrir à terme si un problème. Donc, il faut être très vigilant quand on fait des vérifications en ligne et vraiment mettre en place là un système d'assurance qualité drastique en termes de contrôle, parce qu'il peut y avoir une disproportion. Oui. Quand on parle de la désinfection de la boucle, est-ce qu'on considère que le tuyau qui va de la boucle compréhensible au générateur, c'est désinfecté par quoi? Par le circuit de la boucle ou par le générateur? Alors théoriquement, ça devrait être désinfecté par la boucle. Il y a certains fabricants qui le proposent, puisque vous avez la nuit de l'eau chaude qui circule et qui passe dans le générateur. Il y a un point d'interrogation à ça parce que le risque, si votre boucle est contaminée ou pas, vous risquez de nouveau de contaminer votre générateur. Donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure des méthodes. Et ce qu'on avait mis en place dans un centre, tout simplement, on avait mis en place des tubulures de silicone, ça ne coûte pas très cher. Et régulièrement, ces tubulures étaient jetées, échangées, on mettait du neuf pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, parce que dans ces petites tubulures, ça stagne et c'est vraiment un point de développement microbiologique énorme. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse satisfaisante pour désinfecter ça. La seule réponse aujourd'hui, très franchement, c'est ce que j'ai pu voir dans certains centres, c'est de mettre en place des tubulures et de les jeter, de les remplacer et de les jeter régulièrement. Comment? J'ai pas compris. Vous aviez fait ça à quel rythme? Ah, à quel rythme? C'était le centre jetait tout ça une fois par mois. Une fois par mois. À la limite, c'est pas un coût énorme. Hein. Vous prenez du silicone, c'est pas énorme par rapport au coût que peut avoir une désinfection chimique ou chaleur, où ça tourne toute la nuit, etc., à 90 degrés. Je pense qu'on s'y retrouve, et c'est un point vraiment de développement de biofilms majeur, surtout au niveau des connexions entre la tubulure et le générateur. Il y a plein d'infractuosités, donc ce que faisaient les centres et ce qu'on a l'habitude de faire, on jetait et on désinfectait aussi les embouts.
Parce que ça c'est dramatique, il y a plein d'articles, que ce soit l'arrivée d'eau, encore l'arrivée, la vanne entre la boucle et la tubulure. Aujourd'hui, les systèmes font qu'il n'y a pas trop d'impactuosité. Le point vraiment de faiblesse, c'est la connexion au générateur. Et cette connexion, quand on jetait, on désinfectait également ça avec une sorte d'aiguillon qu'on trempait dans une solution désinfectante et on désinfectait ça. Parce que cette partie, elle n'est jamais désinfectée par le générateur lorsque le générateur se désinfecte. On s'est aperçu qu'on avait des très bons générateurs, zéro biofilm. Par contre, dans cette partie-là, il y avait un gros biofilm et c'est ça qui polluait régulièrement les choses. Donc ça, c'est un moyen qui avait été trouvé pour désinfecter. C'est simple, c'est pas simple. Oui, ça demande de la maintenance, mais c'est un très bon moyen pour prévenir les choses. D'autres questions? Non? C'est clair? Parfait. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, parce que je crois que maintenant vous allez avoir ça en ligne, d'après ce que j'ai pu comprendre, ou moi je n'ai pas compris. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est pas très clair, pour des questions à ce sujet. Merci beaucoup. Merci bien. La